Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première émission des routes de l'été. On voyage ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio avec un programme estival qui va nous faire voyager, qui va peut-être nous faire réfléchir également, qui va nous faire partager et qui va également nous faire réagir. À 11h et quelques minutes, c'est-à-dire d'ici 2 minutes maintenant, dans notre premier rendez-vous qui s'intitule Sud Radio vous écoute, on parlera de ces vies que l'on quitte pour en inventer d'autres. Christophe et Dominique Chatin ont tout plaqué pour changer de cap. Pourquoi, comment et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Vos témoignages d'ailleurs sont les bienvenus si vous aussi vous avez osé changer de vie ou si vous vous posez des questions pour le faire. Au 0826 300 300, Manu vous attend. À 11h30, direction le Finistère avec un rendez-vous qu'on a appelé Détour de France, Détour de vacances. On y construit des maisons en paille. Oui, vacances utiles et joyeuses avec Pauline Le Sueur du domaine du Carbousier. Midi moins le quart, on va passer à table, évidemment. La table de l'été avec un produit iodé que j'adore personnellement, les huîtres normandes. Même en plein mois d'août, est-ce qu'on peut les manger? On en parlera avec Annick Leblond qui est ostréicultrice passionnée. Et puis à 12h05, ce sera les dossiers de l'été qui vont nous emmener dans les refuges saturés de la SPA. Trop d'animaux abandonnés, pas assez d'adoption. On en parlera avec Jacques-Charles Fonbonne. Et là aussi, vos réactions sont les bienvenues au 0826 300 300. Et puis on terminera à 2h40 avec les sentiers de l'été. Et on va aller sur le mythique GR10, la grande traversée des Pyrénées, une aventure à pied de l'Atlantique à la Méditerranée, avec un peu d'effort quand même. Allez, restez avec nous. Surtout, faites entendre également votre voix, vous réagissez, vous nous rejoignez au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est notre premier rendez-vous. Sud Radio vous écoute. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Le dossier d'aujourd'hui s'intitule « On a tout quitté pour vivre une autre vie ». Clément Barguin, il y a beaucoup de personnes qui changent de vie. Oui, beaucoup de personnes. Selon le baromètre annuel BPCE, 81% des Français aspirent à du changement avec cette première volonté, avoir plus de temps pour se consacrer aux loisirs. Une tendance qui ne fait qu'augmenter depuis la pandémie de Covid-19. Dans un monde qui va de plus en plus vite, 32% des personnes interrogées souhaitent ralentir leur rythme de vie, prendre plus de temps avec l'envie aussi de changer de logement pour 36% des Français, avec la volonté de s'installer dans une autre ville pour 27%, ou même dans un autre pays pour 12% des Français. Du temps libre, un autre environnement, mais aussi une nouvelle vie professionnelle, ça fait partie des principales préoccupations des Français. 30% souhaitent changer de travail, mais entre les aspirations et la réalité, il y a un pas. 53% des Français seulement estiment que leurs envies sont réalisables. On peut l'expliquer par les contraintes économiques, l'inflation, l'incertitude géopolitique, et puis il y a aussi les barrières psychologiques qui ne sont pas à négliger, la peur de l'inconnu, le manque de confiance en soi, tout cela peut entraver nos envies de changement. Merci beaucoup Clément. Et si vous aussi, vous avez changé de vie, si vous posez la question ou que vous êtes actuellement en train de réfléchir sérieusement à le faire, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Changer de vie, c'est ce qu'ont fait mes deux invités. Il s'agit de Christophe et de Dominique Chatin qui ont tout quitté pour s'installer dans le Lot, au Mas du Célé. Je vais les accueillir tout de suite. Bonjour Christophe, bonjour Dominique. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Vous pouvez bien sûr les retrouver en direct sur la page Facebook de Sud Radio puisqu'ils sont avec nous et également poser vos questions ou réagir sur les commentaires de notre page Facebook de Sud Radio. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté mon invitation. On va déjà situer où vous êtes maintenant. Le Mas du Célé est dans le Lot. Vous pouvez me préciser l'adresse exacte ? Ah oui, on est dans un joli village, pas très loin de Figeac, en fait, à l'est du département, sur une magnifique vallée qui s'appelle la vallée du Célé, qui est superbe dans les falaises avec des jolies maisons et tout. C'est là où on est parti de l'Oise et qu'on s'est installé. À Camboulis. Le nom du... Camboulis, exactement. Voilà. Le nom du village. À Camboulis. Vous parlez d'avoir quitté l'Oise. Tout a commencé comme ça. Vous avez changé de vie il y a 7 ans. Aujourd'hui, vous tenez donc ce gîte à Camboulis, dans le Lot. Vous avez dû réinventer vos métiers, vous avez dû réinventer vos rythmes, vous avez dû aussi changer de repère. Alors, c'est pas une carte postale figée qu'on va présenter aujourd'hui. Je vous propose de parler vrai, puisqu'on est sur Sud Radio, parler sans filtre. Déjà, pour commencer, avant le Mas du Célé, c'était quoi votre vie à tous les deux ?
Alors, moi, j'étais salarié. Je travaillais dans une structure chambre d'agriculture dans l'Oise. Et je faisais du conseil d'agriculteurs et de la formation. Donc j'étais vraiment sur le terrain, j'étais vraiment et salarié surtout, parce que la suite de la vie va être complètement différente. Et vous, Dominique ? Alors, moi, j'étais coiffeuse depuis plus de 30 ans. Maman, une vie effrénée, un salon de coiffure. Et voilà, surtout un rythme effréné. Mais voilà, une vie de famille à construire et avec 3 beaux enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous... Elle était chef d'entreprise. Pardon ? Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle était chef d'entreprise. Elle avait son salon de coiffure. Et vous aviez combien d'employés, Dominique ? J'avais une salariée, une apprentie. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à remettre tout ça en question ? Alors moi, une fatigue qui s'installait, un rythme trop effréné, et des douleurs de corps qui commençaient à poindre son nez. Une alerte. Christophe ? En fait, c'était un long processus. On a donné beaucoup d'énergie à élever nos enfants. On s'est investi totalement au niveau associatif dans notre village, à Choisy-au-Bac, à côté de Compiègne. Et puis cette usure-là fait qu'à un moment donné, les questions se posent. Les questions de savoir est-ce qu'on s'offre un challenge un peu nouveau pour la fin de notre existence ou est-ce qu'on reste dans notre train-train ? C'était ça l'enjeu et c'était cette question-là qui s'est posée à nous et qui est venue tout naturellement. Vous m'avez raconté quand on s'est appelé pour préparer cette émission, vous m'avez raconté ce qui s'était passé en l'occurrence sur un voyage qui a été on va pas dire le déclencheur parce que ça commençait un petit peu avant, mais qui a été vraiment le moment où vous avez pris votre décision. Oui, par rapport à ce voyage, il y a peut-être un avant et un après, parce qu'en fait, ce voyage, c'était pour Christophe à la base. Je suis allée avec lui et donc il m'a fallu lâcher salon, enfant, tout repère. Et en fin de compte, là-bas, j'ai eu tout ce qui est venu en puissance 10, c'est-à-dire j'ai réalisé que la vie était beaucoup plus simple qu'on se l'a créée. Et du coup, je sais pas, j'ai eu un choc émotionnel intense avec ces gens, ces montagnes. Et en revenant, je me suis dit, ça y est, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir et je peux mourir là, en fait. Et bon, il a fallu revenir. Et c'est de là que chaque vacances, voilà, on a commencé à enclencher et je l'ai poussé et dire non. Faut qu'on vive autrement. Ça montre déjà notre goût de l'aventure, hein, parce que partir 20 jours au Népal, c'est pas rien. Se taper d'école à 4000 mètres, c'est pas rien. C'est un choc culturel. C'est pas de téléphone pendant 3 semaines. C'est idiot, mais enfin, en tous les cas, voilà, on est un peu calmé à ça. Donc tout ça, c'est compliqué à gérer et on est revenu un peu déphasé et l'atterrissage a été douloureux, mais très révélateur en tous les cas de ce que l'on voulait peut-être plus faire et de ce qu'on avait un peu en tête. Oui, parce qu'il y a eu les vacances précisément dans le Lot qui précédaient ce grand voyage et à chaque fois vous aviez beaucoup de mal à rentrer dans votre vie dans l'Oise. Ouais, ça c'est un peu le phénomène sur le long, quoi. C'est-à-dire que le Népal c'est le révélateur, mais sur le long, à chaque fois qu'on rentrait fin juillet, on se disait mais c'est pas possible, il va falloir attaquer, mais est-ce qu'on peut pas essayer d'imaginer autre chose dans notre vie, quoi. Et cette année-là, on était en montagne d'ailleurs. Ouais, on était en montagne et Dieu sait si on aime la montagne. Ça a été, il a fallu passer à l'acte parce que c'est bien beau de le rêver, c'est bien beau de l'imaginer, mais quand est-ce qu'on fait, quoi. Et alors, on fait quand ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le jour où vous avez dit allez stop, on vend tout, magasin, enfin salon de coiffure, vous avez dû démissionner, racontez-moi parce que là il y a un moment, il y a un saut dans le vide, quoi. Il y a un saut dans le vide. Les dernières vacances, justement à la montagne, on avait passé beaucoup de vacances avec nos enfants et en fait, on les sentait grandir. Ils venaient plus. Ils sont venus beaucoup moins longtemps cet été-là. Et on s'est dit non, on va penser à nous. On va pas attendre que les enfants viennent nous voir ou pas. On va penser à nous et ce saut, on le fait et on s'arrête à Figeac. Et on pousse la porte d'une agence immobilière et on dit voilà, on veut venir vivre là dans 1 an ou 2. Imaginez un peu, on est sur la place Carnot à Figeac, magnifique place couverte, là où il y a le marché, là où tout se fait le samedi matin, on est là.
on boit un café et comme tous les ans, on en rediscute. Et je dis à Dominique, tu as vu là, regarde un peu, il y a une agence immobilière, donc c'est où on y va On n'y va pas. et où on n'y va pas. Mais voilà. Et donc, ça a été un acte fondateur et très fort. On a poussé la porte, on s'est installé. On a été reçu un peu par un couple qui est devenu nos copains aujourd'hui. Et on s'est assis. Ils nous ont pris comme des touristes qui ont aussi cette idée dans la tête. Ils nous ont pris un peu en disant c'est un couple de plus, en nous disant commencez déjà par vendre votre maison et puis après on verra. On est rentré chez nous, on a repris le boulot. On a mis notre maison en vente et au bout de quelques jours, elle était vendue. On est redescendu à Figeac parce que là, pour le coup, voilà. Et on leur a dit, notre maison est vendue, maintenant, comment on fait ? Et là, ils vous ont fait visiter des choses, des sites, mais ok, ça c'est une première chose. On va revenir dans quelques instants sur l'installation dans le Lot. Mais d'avoir quitté vos métiers, vous par exemple, Dominique, vous avez vendu le salon, vous avez quitté votre employé, vous, Christophe, vous avez dû démissionner. Là, il y a vraiment quelque chose qui est très courageux, peut-être même un peu de folie, Dominique. Alors après, le courage, c'est vrai que c'est un mot que j'ai entendu toute cette année-là, de folie, parce qu'en fait, tout s'alignait. Le salon, il n'était pas vendu, mais j'avais une équipe super, une coiffeuse et une apprentie très forte, et qui me voyaient partir. Je leur disais, moi, l'année prochaine, j'habite dans le Lot. Et voilà, on va trouver une solution. Et donc, c'était vraiment, moi, en tous les cas, plus possible. Je m'ennuyais vraiment au salon à Compiègne. J'avais fait le tour. Et donc, mais j'avais confiance en cette clientèle fidèle et en cette coiffeuse qui portait le salon à bout de bras. Donc, moi, c'était plus possible. C'était... Voilà. Et le départ, il était... De toute façon, j'ai pas eu de doute. En tous les cas, c'était plus fort que tout. C'était vital. Dans quelques instants, on va parler évidemment de l'installation et puis est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que la réalité est un peu particulière ? Mais vous, rapidement, Christophe, vous avez démissionné. Vous êtes parti un bras devant, un bras derrière. 0 sous, 0 euros. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, c'est encore une fois, ça montre bien la détermination. C'est où on veut y aller. Je suis allé voir le directeur, je lui ai dit, je m'en vais. Est-ce que je peux avoir une rupture conventionnelle ? Ça va m'aider. Ça va pas être possible. Je m'en vais quand même. Voilà. Après, moi, j'ai beaucoup aimé franchement, j'ai beaucoup aimé les agriculteurs avec qui j'ai travaillé. Mais à un moment donné, mon honnêteté intellectuelle, mon éthique me disait, tu leur apportes plus rien. Tu sais exactement les questions qu'ils vont te poser. L'amitié a pris le dessus avec certains d'entre eux et elle enlève un peu d'honnêteté un peu dans les relations. Donc il fallait partir, même si c'est un peu la mort dans l'âme, mais il fallait partir. Et encore, voilà, c'était le moment où vous avez passé le pas. Dominique et Christophe, restez avec nous dans la deuxième partie de notre émission. Vous allez nous raconter votre installation, mais surtout, et parce que sur Sud Radio on parle vrai, je voudrais vraiment sans filtre que vous nous expliquiez ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que ça a été compliqué ? Là où ont été les points positifs de bonheur, là où étaient peut-être les points un peu plus compliqués. Et j'ai d'ailleurs avec nous dans quelques instants, juste après la pause, Xavier qui a contacté le 0800 26 300 300. Lui aussi a décidé de changer de vie. Il va nous raconter pourquoi. Ce sera dans quelques instants. Donc faites-le vous aussi. Manu vous attend au standard au 0800 26 300 300. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et tous les matins à 11h, très exactement, on vous propose ce rendez-vous. Sud Radio vous écoute. On va vous proposer des sujets où vous-même, vous pouvez nous en proposer, de choses que vous avez vécues, qui peut-être vous posent question, ou de moments de vie particuliers. Vous pouvez nous écrire, évidemment, jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien Sud Radio vous écoute, ou vous appelez directement Manu au 0826 300 300. Pour cette toute première émission, nous avons décidé de parler de ces moments où on change de vie, ces moments où on prend la décision de passer à toute autre chose. Nos deux invités l'ont fait il y a 7 ans. Ils se racontent au micro de Sud Radio. Il s'agit de Christophe et Dominique Chatin, que je vais retrouver dans quelques instants, parce que je vous ouvre à vous aussi le micro. Vous pouvez nous appeler, vous avez une question à poser, vous voulez partager aussi votre expérience. Eh bien, c'est Xavier qui nous retrouve au 0800 26 300 300 sur le changement de vie. Bonjour Xavier. Bonjour Laurence, bonjour Sud Radio. Merci d'être avec nous. Vous êtes de Bordeaux, vous ? Oui, Bordeaux, oui. Alors vous avez fait un choix suite à la naissance de votre enfant. Racontez-nous.
Oui, en fait, j'étais entrepreneur à Bordeaux dans la livraison et un peu avant que ma femme accouche, j'ai fait le choix d'arrêter mon entreprise parce que je voulais pouvoir consacrer du temps à mon fils, à ma vie de famille, parce que c'était un travail qui me prenait pas mal de temps, avec des horaires décalés, du travail le week-end, et c'était un travail où je prenais parfois des risques importants, parfois même pour ma vie. Donc voilà, je voulais avoir plus de temps, prendre moins de risques et mettre comme priorité ma vie de famille, et donc j'ai basculé complètement de chef d'entreprise à enseignant. Waouh, vous êtes devenu enseignant, c'est-à-dire, vous faites quoi ? Donc j'ai un master en droit, donc j'ai pu donner des cours en fait en BTS pour les élèves de BTS qui ont des cours de droit. Et donc j'enseigne dans différentes écoles en BTS audiovisuel, notamment le droit et l'économie de l'audiovisuel. Est-ce que ce choix vous convient totalement et est-ce que vous êtes heureux d'avoir basculé d'entrepreneur à enseignant aujourd'hui, d'avoir changé de vie ? Ah ouais, je suis vraiment très très heureux. Ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie, clairement, parce que je suis passionné moi par la connaissance, l'apprentissage, l'éducation. Je me suis approprié la phrase de Nelson Mandela qui a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir du sens dans ma profession, contrairement à quand j'étais entrepreneur, c'était sympa, mais c'était plutôt la recherche du profit, de l'efficacité qui était quand même le sens principal de mes actions. Là, c'est plutôt l'envie de faire grandir les autres, d'apporter quelque chose à mon pays indirectement en donnant des compétences aux autres. Et puis de profiter de votre enfant, j'imagine. Et surtout, voilà, en tant qu'enseignant, on a beaucoup plus de temps. Je pense que la plus grande richesse, et ça c'est cette profession qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est que la plus grande richesse, c'est le temps dont on peut disposer, parce que faire 60-70 heures par semaine pour gagner un peu plus d'argent, finalement, pour moi personnellement, après je respecte le choix des autres, mais pour moi ça ne me convenait pas. Moi je préfère avoir moins de temps de travail, moins d'argent, mais plus de temps à consacrer à cette richesse fabuleuse qui est le temps, parce que dans une vie, la seule chose qui est le plus important, c'est le temps qu'on peut avoir et qu'on peut décider de dédier à ceux qu'on aime. Merci beaucoup Xavier pour ce très très beau témoignage sur Sud Radio. Merci d'avoir composé le 0826 300 300. Je vous souhaite une belle journée et un beau mois d'août. Merci. Dominique Chatin et Christophe Chatin, Xavier vient de nous dire le temps. Avoir le temps, est-ce que c'est quelque chose qui vous a vous aussi beaucoup travaillé, enfin c'est quelque chose que vous vouliez retrouver en changeant de vie ? Ah ouais, c'est vraiment, ça résonne, ouais. On n'arrive pas à tout dire, mais ouais, le temps, c'est là. Prendre le temps, parce que moi j'avais pas de temps, j'avais jamais de temps, je courais, j'avais toujours un coup d'avance, un repas d'avance, une cliente d'avance, et les enfants, enfin bref. Donc le temps, ouais. J'en ai beaucoup maintenant. Ça m'a même déstabilisée d'ailleurs au début. Ah, racontez-nous, parce que pour ceux qui nous rejoignent sur l'écoute de Sud Radio, Dominique et Christophe Chatin, vous avez ouvert le Mât du Célé. On est dans un petit village à Cambouly, à côté de Figeac. Et il y a 7 ans, vous avez changé de vie. Vous nous avez raconté un peu la genèse. Mais racontez-nous maintenant ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du coup, ce temps, je l'ai eu. J'ai pris le temps de prendre du recul sur mon métier que je ne voulais plus faire, mais plus faire comme avant. La coiffure esthétique, c'était plus pour moi. Enfin, c'est moins pour moi, c'est pas que je renie. Mais j'ai pu me former et maintenant, je suis plutôt dans les soins énergétiques. Je pratique le shiatsu crânien, la coupe vibratoire au rasoir. Donc, je prends le temps, j'ai le temps de prendre en charge la personne dans sa globalité. Et ça correspond tout à fait à ce qu'on était venu faire avec les voyageurs, où on prend le temps de discuter avec eux, de leur voilà. Et cette coiffure, autrement, j'ai eu enfin toutes les réponses que j'avais eues depuis 30 ans. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, et je vais le faire maintenant, et je m'en excuse, mais le Mât du Célé, c'est un gîte, et vous accueillez des voyageurs qui passent par là. C'est un gîte, et c'est un salon de coiffure, et Christophe, un autre travail. Ouais, c'est 3 activités, en fait. Christophe, vous carrément changé de métier en une phrase, vous êtes devenu... Je suis devenu caviste et marchand de vin. Ça me parle. Ma passion, parce que je suis d'une famille où le vin a toujours existé, où j'ai vu de la mise en bouteille, etc. Aujourd'hui, j'en vis et c'est absolument génial. Alors évidemment, quand on vous écoute comme ça, tout paraît aller mieux dans le meilleur des mondes, comme dirait mon copain Candide, que j'ai emprunté à Voltaire. Mais la réalité n'est pas
si belle que ça, ou en tout cas si facile. Racontez-nous les difficultés que vous avez dû passer afin de réussir ce changement de vie. Déjà, il faut se préparer mentalement. C'est comme un sportif de haut niveau, il faut se préparer à ça. Ça, c'est sûr. Et puis, être surtout entre nous deux en couple, à 100% du projet. Il n'est pas question que l'un soit un peu moins motivé, parce qu'il n'est pas question d'entendre à un moment ou à un autre « Ah, je te l'avais dit, on n'aurait pas dû, etc. etc. » Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Dominique ? Oui, donc voilà, après du coup, on découvre cette réalité, donc heureusement qu'on est à 100% sur ce projet qu'on a mûri et rêvé en commun, mais forcément il y a des difficultés, une réalité qui revient à nous, financière, parce qu'on est partis du coup sans chômage tous les deux, Christophe démissionnant et moi vendant un salon de coiffure. Certes, j'ai vendu j'ai récupéré un peu, mais derrière vous êtes à Pôle emploi et vous avez 0 €. Et donc, il y a le livret A et toute notre vie d'avant financière, notre achat et de maison avec notre ancienne vie qui fait foi. Donc, ça déstabilise, ça apporte beaucoup de stress. Et au sein du couple, forcément, une tension. Mais en gardant ce cap premier, c'est notre force au quotidien. Et nos enfants qui nous ont aussi beaucoup accompagnés, soutenus avec leurs 3 métiers différents. Et leur personnalité et tout ce qu'on avait aussi donné avant pour eux. On a eu un retour sur investissement. Mais quand je vous entends parler tous les deux du couple et de ses difficultés, ça veut dire qu'effectivement, il faut que le couple soit solide, que pour certains autres couples, ça peut être très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des moments trop tendus. Oui. En fait, une petite anecdote, on ne fait pas un enfant parce que le couple est un peu branlant. On se dit on va faire un enfant et puis ça va remettre tout ça sur les rails. Et bien tout pareil, on ne change pas de vie. On ne fait pas 700 km parce que le couple, il se questionne, parce qu'il ronronne. Non, c'est pas ça. Non, il faut être à 100% dans son projet et il n'est pas question, encore une fois, que l'un ou l'autre soit pas sur la même intensité que l'autre. C'est clair. Quelles ont été les grandes difficultés ? Alors bon, le couple, a priori, vous en êtes bien sortis, vous êtes tous les deux, donc c'est cool. Mais il y a eu des difficultés financières. Il a fallu racheter ce mât. Est-ce qu'il a fallu faire des travaux ? Comment avez-vous été accueillis dans le village ? Parce que généralement, quand on arrive dans un village partout en France, qu'on n'est pas du village, il peut y avoir un petit peu de réticence, ou tout du moins de regard de biais en disant qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Absolument. Encore une fois, mais je crois que c'était un peu partout en France. Bien sûr. On s'installe, on est dans un département rural qui a longtemps été extrêmement enclavé. Donc c'est pas simple. Il faut s'immerger, il faut faire le dos rond, il faut montrer que on est bienveillant et qu'on va apporter. Nous, notre souhait de nous installer dans un village, c'est aussi mettre de la lumière à cet endroit-là qui est magnifique, à Camboulis, sur la vallée du Célé. On aurait pu s'installer à Figeac, mais c'était pas l'idée. L'idée, c'était de dynamiser modestement, en tous les cas, cet endroit-là. Et de mettre en place notre façon de travailler qui est le temps. On revient sur le temps et avec une façon de travailler qui aussi un peu peut-être déstabilise les gens du coin, parce qu'on n'a pas des horaires d'ouverture classiques puisqu'on ne voulait pas être en ville. Donc on ouvre quand on a du monde, on ouvre quand on a notre clientèle qui correspond à nos commerces, notre façon de travailler. Et ça, voilà. Alors, ce qu'on a quitté, les gens le savaient, mais ce qu'on a créé aussi, c'est une découverte pour eux. On bouge les codes. On a bougé les codes du commerce classique. C'est ça. Vino Célé, c'est une cave de village où, comme chez le dentiste, on prend rendez-vous quand on veut du vin. Ah, excellent. Et vous sourcez vous-même vos producteurs et vos vignerons ? Ah mais absolument. Alors là, absolument. Je fais un travail d'investigation. J'aime l'agronomie, donc je veux aller, comme on dit, je veux être au cul des vaches. Je veux aller voir. Oui, j'aime bien ça. Cave. Voilà, ça me plaît ça. Pour conclure, parce que le temps passe toujours trop vite, et Dominique, vous aviez raison quand on a préparé cette émission. Vous m'avez dit, on a tellement de choses à dire, et une demi-heure, ça va être trop court. Je vous l'accorde, mais c'est déjà bien. Ce serait à refaire, vous le referiez ? Oui. Votre plus grande réussite tous les deux aujourd'hui ? Oui. Les yeux de nos enfants, de nous voir nous remettre en question, repartir de zéro. On n'a peut-être pas besoin de ça, mais les yeux de nos enfants, la façon dont ils nous aident
Il y en a un qui est dans la restauration, qui est cuisinier. L'autre, il est œnologue. Et le troisième, il est commercial. Il y a tout pour nous aider. Toutes ces compétences-là et leur amour a été extraordinaire. On continue encore leur éducation quelque part. C'est une éducation de vie pour tout le monde, en fait. Dominique et Christophe, pour pas regretter. Que diriez-vous à ceux qui écoutent Sud Radio en ce moment et qui, eux aussi, ont ce projet de bouger, de refaire leur vie autrement, autre part ? La métaphore, et je vous l'avais dit, changer de vie, c'est monter un plongeoir de 10 mètres et se jeter dans la piscine et en espérant qu'il y a un d'eau en dessous, quoi. Et c'est exactement ça. Donc faites-le, mais préparez-vous un peu. N'écoutez pas forcément ce que les copains, la famille et tout ça vont vous dire. Soyez déterminés, écoutez un peu votre petite voix qui va vous donner le chemin, c'est clair. Est-ce que vous vous sentez tous les deux enfin à votre place ? Oui. On est sur le chemin encore. Je pense que c'est toute une vie, mais... On est à une autre place. Moi, j'étais super en place là où j'étais avant. Encore une fois, j'ai pris un plaisir pas possible. J'ai beaucoup progressé, beaucoup appris. Mais on a changé de place, on a changé de carte, on a changé de paysage. Mais on est toujours en place. On a changé de place, c'est tout. Merci à vous deux de vous être livrés sur l'antenne de Sud Radio pour notre premier rendez-vous intitulé Sud Radio vous écoute. Merci à tous les deux. Et franchement, on va rappeler où vous êtes. Le Mas du Célé, c'est dans le village de Cambouly, à côté de Figeac. Vous avez une page Sud Radio. Oui, Dominique, je sens que vous voulez dire... C'est plutôt Vinocellé et Espace Coiffure. Attends, recommencez ? C'est plutôt Vinocellé à Cambouly et Espace Coiffure à Cambouly. On nous identifie plus comme ça. Vinocellé, comme Célé, C-E-L-E, la vallée du Célé. Voilà. Et Espace Coiffure à Cambouly. Voilà. Et en gîte, vous pouvez accueillir combien de personnes ? On peut accueillir 2 à 4 personnes. C'est deux capacités de 2 à 4 personnes. Et ben voilà. Changement de vie en tout cas réussi, ou comme le dit si bien Dominique et Christophe, nous sommes toujours sur le chemin. Eh bien merci de votre témoignage de vie dans Sud Radio vous écoute. Je vous embrasse très fort. Merci Laurence, à bientôt. À bientôt. Et dans quelques instants, je vous propose un nouveau rendez-vous également, ça s'appelle Détour de vacances. Et on va aller rencontrer un hébergement particulier où on vous propose de construire vous-même votre hébergement. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et dans quelques instants, sur nos routes de l'été, nous allons passer à table parce que nous allons plus ou moins nous rapprocher de midi. Et si ce n'est l'heure de l'apéro, puisque je suis avec vous jusqu'à 13h, on prendra le temps de déguster quelques spécialités. Et on parlera d'huîtres et d'huîtres normandes. On n'en parle pas assez, je peux vous dire qu'elles sont très bonnes, y compris en plein été. Mais tout de suite, on va se réinventer l'hébergement et je vous emmène en Bretagne. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Dans la commune de Melven, dans le sud du Finistère, le domaine Carbousier propose à ses vacanciers de mêler construction et formation. Il est possible de construire des maisons en paille, des paillourtes durant son séjour, tout en assistant à des formations sur l'écotourisme. Vacanciers et habitants à l'année se croisent plutôt dans la joie et la bonne humeur. Et pour en parler, j'accueille Pauline Le Sueur, qui est la gérante du domaine Carbousier. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci à mon ami Colin de vous avoir trouvé, Colin qui m'aide sur cette émission, parce que franchement quand il m'a proposé le sujet, j'ai dit mais c'est quoi ce truc ? C'est extraordinaire. On est dans le sud Finistère, on est à 2 pas de Concarneau, c'est un lieu un peu magique, c'est un ancien camping municipal qui est devenu un terrain de rencontre, de savoir-faire et de bottes de paille. Ça me plaît beaucoup Pauline. Carbousier, c'est son nom, c'est un tiers-lieu écotouristique et apprenant, un endroit où l'on construit des maisons en paille pendant ses vacances, où l'on apprend à voyager autrement et surtout où l'on partage. Alors Pauline, très sincèrement, racontez-moi comment est né ce projet un peu fou mais si particulier et merveilleux. Alors, ce projet, il est né d'une ambition de proposer un tourisme différent. Moi, j'ai travaillé dans des grosses structures pendant très longtemps et je me suis rendu compte qu'il y avait un impact assez catastrophique au niveau de l'environnement et que le tourisme n'était pas vraiment adapté au fait d'être lié aussi aux territoires locaux sur lesquels il se posait. Du coup, l'idée, c'était vraiment de créer du lien entre les vacanciers qui vont venir pour un temps donné sur notre lieu et les locaux qui
peuvent venir toute l'année. Et le but, c'était de proposer des habitats qui ont un impact très faible énergétiquement et qui ont surtout des qualités thermiques très très intéressantes qui peuvent être reproductibles après pour des particuliers chez eux directement. Et c'est un nom un peu qui me rappelle, parce que j'ai eu la chance d'aller beaucoup en Bretagne. Carbousier, c'est pas le nom d'un petit scarabée breton, ça? Alors, effectivement, Ker en breton, ça veut dire chai. Exactement. Et le bousier, c'est un scarabée qui est international, que vous pouvez trouver sur tous les continents. Et c'est un scarabée qui va récupérer en gros toutes les matières organiques qui ne sont pas utilisées et qui va les essaimer pour pouvoir recréer la vie un peu plus loin. C'est pour ça qu'on a appelé ça chez le bousier, Carbousier. Et concrètement, si je viens passer moi quelques jours chez vous cet été, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Est-ce que j'ai aussi le droit de rien faire du tout? Mais bien sûr que vous avez le droit de rien faire du tout. On a des espaces pour se reposer, on a des hamacs, on a un dôme géodésique aussi qui permet de comme on dit, chiller. Et maintenant, si jamais vous voulez apprendre l'éco-construction, on propose des formations avec différents modules où vous pouvez venir pratiquer directement la terre-paille pour apprendre à faire des enduits, comprendre comment fonctionne la paille porteuse, faire des charpentes autoportées. Et on fait aussi à côté de ça d'autres activités telles que les activités de jardin. Et on fait beaucoup de tournois de volley aussi. On a un terrain de volley et on en fait beaucoup. Je peux pas faire mon pain aussi, apprendre à le faire chez vous? Ah, vous pouvez, on a un four à pain, donc vous pouvez venir cuire votre pain. Maintenant, apprendre à faire le pain, on n'est pas encore boulanger. D'accord. On n'est pas encore professionnalisé dedans. On va s'arrêter quelques instants quand même sur construire ma maison en paille. Alors, ça me rappelle les 3 petits cochons, moi. Mais même si le grand méchant loup l'avait soufflé, mais celle-ci, il peut souffler, elle va pas tomber. Vous nous apprenez à construire des paillotes. Vous pouvez m'en dire un peu plus, Pauline, sur la façon dont ça se passe? Oui, en gros, ce sont des paillourtes, donc c'est inspiré des habitats mongols, donc les yourtes qui sont démontables et transportables et qui sont des habitats ronds. Et là, le but, c'est de faire des habitats qu'on appelle habitats légers, c'est-à-dire qui ont très peu de fondation dans le sol, donc un faible impact, et qui ont une structure thermique avec la paille très intéressante. Donc, c'est-à-dire que dans un habitat en terre-paille, vous allez avoir enfin, phoniquement, ça va être très très agréable, et au niveau de la construction, vous allez avoir un endroit qui va garder sa température, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, la température sera toujours la même à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment génial. Mais vous m'apprenez à monter, enfin, j'imagine que j'ai des formateurs avec moi. Il y a des séances, il y a des sessions, c'est la semaine prochaine par exemple, ça commence aujourd'hui, comment ça se passe? Oui, on a des formations, donc là, la prochaine, elle se déroulera au mois de septembre. Pour nous trouver, il faut aller sur Hello Asso, vous tapez Carbousier. Là, vous avez toutes nos billetteries avec toutes les formations qu'on propose. Et une fois que vous êtes sur le lieu, vous pouvez prendre un hébergement ou loger en tente. Nous, on propose le repas. Il y a un formateur qui vous accompagne pendant 5 jours pour pouvoir apprendre à construire selon le module que vous avez choisi. Donc, on en a 4. On a le module fondation, le module paille porteuse, le module charpente autoportée, le module enduit, et on est en train d'en faire un deuxième qui s'appelle la paillourte de A à Z, qui permet de voir toute la construction d'une paillourte en théorie sur le terrain directement. Vous pouvez loger combien de personnes sur le terrain, et est-ce que je peux m'inscrire avec mes enfants? Je trouve ça, et à partir de quel âge, si tel est le cas? Bien sûr, on a eu des enfants qui avaient, le plus jeune, je crois qu'il avait 3 ans et demi, il commençait juste à marcher. Donc vous pouvez vous inscrire avec les enfants sans aucun problème. Tous les modules sont accessibles, on travaille qu'avec des matériaux qui sont pas dangereux. Alors bien sûr, après, quand on va monter la charpente, on va faire attention à ce qu'il y ait personne en dessous, mais les enfants sont les bienvenus. Et vous pouvez vous inscrire en famille, avec des amis, seul. On est très très libre on est très souple sur les inscriptions. Alors je vous proposerai également de rejoindre votre site, kerbousier.fr, kerbouzier.fr. Là, vous me dites que la prochaine session pour construire c'est pas une paillote, c'est une paille. Une paillourte. Paillourte. Parce que c'est une yourte en paille. C'est au mois de septembre. Mais si par exemple je veux venir passer quelques jours avec vous avant la fin du mois d'août, si tant est qu'il reste des places, et vous me proposez tout autre chose pour le coup.
Oui, là pour le coup, on fait cette saison, on a lancé la saison touristique et du coup, on propose différents habitats. Donc, on propose de dormir dans les 2 paillourtes qu'on a déjà construites en formation. On a aussi 4 cyclocabanes. Ce sont des petites cabanes qui sont inspirées d'une boîte La Cabanerie à Rennes, qui sont des petites cabanes où on peut dormir dedans quand on est en vélo. On a aussi des tentes savanes, donc c'est des grandes tentes de 4 qui sont déjà en place. Et après, on a des emplacements tentes et des emplacements vannes. Alors c'est un peu un mélange de vacances, de formation, de vie locale. On croise les habitants aussi de Megven, là où vous êtes du coin, les bénévoles, les stagiaires, les curieux. C'est un peu une autre façon aussi de passer des vacances. Exactement. C'est exactement le but, c'est d'être complètement intégré dans la vie locale et de pouvoir se dire qu'il n'y a plus de scission entre les vacanciers et les locaux qui habitent directement sur place. Mais c'est une autre façon de repenser le voyage en fait que vous proposez de construire, une autre façon de consommer également. Exactement. On a beaucoup de gens qui viennent de Bretagne, c'est-à-dire qui veulent voyager moins loin et qui viennent découvrir des lieux comme le nôtre où ils font attention et à la façon dont ils voyagent et à leur impact sur l'environnement. Et du coup, on a beaucoup de gens qui viennent aussi pour ça, pour tester aussi l'expérience Carbousier. Pauline, j'imagine que ça n'a pas été facile de monter un tel projet. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous a aidé? Parce que quand vous êtes arrivé avec cette idée qui, même si elle est totalement dans l'air du temps, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme, aujourd'hui, Pauline Le Sueur, il fallait des sous quand même. on va être concret. Oui, exactement. Il nous fallait des sous. On est parti de rien. On a d'abord travaillé beaucoup en partenariat avec la mairie de Melvin, où on a fait beaucoup de réunions pour apprendre à se connaître et pour voir comment on pouvait fonctionner ensemble. Et suite à ça, nous, on a créé une association qui nous a permis de lever des fonds. Et on a eu des fonds européens, la fondation Leader. Ça s'appelle Leader, cette subvention, qui nous a aidés. Et en fait, une fois qu'on a des subventions, on a d'autres gens qui commencent à s'intéresser. Maintenant, on est suivi par l'ADEME, la région Bretagne, la communauté de communes agglomération de Cornouailles, par la mairie de Melvin. Et on a énormément de partenaires locaux directement à côté du site. Vous êtes encore disponible à recevoir des vacanciers sur le mois d'août ou vous êtes complet en ce moment? Eh ben, figurez-vous qu'on est très contents, on n'a plus beaucoup de place, mais il nous reste encore quelques places. Il faut juste aller sur le site et réserver directement en ligne. Voilà, vous n'hésitez pas et vous allez sur le site Kerbousier, je rappelle au nom breton, Ker, K-E-R, Bousier, B-O-U-Z-I-E-R.fr. Merci beaucoup, Pauline Le Sueur. Eh bien, de rien, merci à vous, bonne fin de journée. Avec bonheur, gérante du domaine du Kerbousier, vous allez découvrir ce lieu qui propose de l'éco-construction, il y a plein de choses, du tourisme doux, du jardin. Vous allez adorer passer ces vacances également. On est dans la région de Concarneau, dans le Finistère, un autre très très beau département français. Tiens, puisque l'on parle de département, on va quitter la Bretagne et aller rejoindre son ennemi de toujours, la Normandie, puisque le Mont-Saint-Michel et la fameuse rivière les a séparés. On va s'arrêter dans la Manche et puis comme il est presque midi moins le quart, ça vous dirait un petit plateau d'huîtres? Moi je suis plutôt partante. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et direction après le journal de midi, la SPA, parce qu'on va en parler. Vous le savez que chaque été, c'est malheureusement un triste rituel. Des animaux sont abandonnés, par exemple, sur une aire d'autoroute ou partout ailleurs. On va en parler aujourd'hui des refuges de la SPA qui sont également saturés. Les adoptions sont en baisse. Les équipes sont à bout de souffle. On va en parler dans notre dossier de l'été. Ce sera juste après le journal de midi. Et là aussi, je vous invite à nous rejoindre au 0826 300 300. Si vous avez vous-même adopté un compagnon à 4 pattes à la SPA, venez nous raconter comment il s'appelle, pourquoi vous l'avez fait. Et si vous-même vous avez travaillé à la SPA, vous avez le droit aussi de venir nous raconter comment ça se passe. Voilà, on va mettre les animaux à l'honneur et la SPA en particulier. Ce sera dans les dossiers de l'été juste après midi. Sud Radio, la table de l'été. Mais pour le coup, et pour l'instant, je vous propose de partir dans le Cotentin pour une escale iodée dans un très joli village qui a souvent été d'ailleurs, et il y a une année, noté comme étant le plus beau village de France. Direction Saint-Val-à-Hougue, au lieu de l'huître normande. Avec nous, on accueille Annick Leblond, qui est ostréiculturiste avec son mari Damien. Ils vont parler de leur métier passion, du développement de l'huître, des défis qu'ils rencontrent, mais aussi des plaisirs simples qu'ils partagent avec leurs hôtes, puisqu'ils vous reçoivent à la ferme du château de Fontenay. Une ferme, des gîtes, des huîtres, juste sortie de l'eau. Tout ce qu'on aime, nous, sur la table de l'été. Bonjour Annick Leblond.
Bonjour Laurence. Vous êtes, je le disais, non loin de Saint-Val-la-Hougue. Est-ce que vous pouvez me faire une jolie carte postale de ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui avec le château de Fontenay? Là, je suis en fait dans la baie de Saint-Val-la-Hougue. Notre atelier, parce que nous on appelle ça atelier et pas cabane comme un peu plus bas dans la Charente ou sur le bassin d'Arcachon. Mais là, la mer est en train de se découvrir là. On va tout doucement descendre avec les tracteurs parce que nous ici, on a un marnage assez grand et on est sur la fin des plages du débarquement. Donc on n'a pas besoin de bateau pour descendre à la mer comme en Bretagne ou comme en Charente. Donc on a une facilité en fait de travail par rapport au bateau, parce que si on a besoin d'aller juste chercher des huîtres parce qu'on a un client qui nous a rappelé en dernière minute, eh bien on peut encore se permettre d'aller vite les chercher en tracteur, de les ramener et ça nous prend pas de temps. C'est du producteur au consommateur là. Du producteur au consommateur. Ou alors le top, c'est d'aller carrément se balader dans les parcs et puis d'être avec un ostréiculteur qui vous fait découvrir et puis qui vous fait goûter ses huîtres sur place. Ça, c'est encore mieux. Comment est née cette aventure familiale, Annick? Ça fait combien de temps que vous êtes ostréiculteur? C'est une grande aventure, parce que moi, personnellement, je ne suis pas ostréicultrice, c'est mon mari qui est ostréiculteur. Moi, je n'ai pas la prétention d'être ostréicultrice, je ne suis que l'épouse de l'ostréiculteur. Donc moi, je m'occupe plus des dégustations, des livraisons et mon horreur des papiers aussi. Mais c'est un jour de vacances en fait, où j'ai rencontré, je me baladais sur la plage, j'ai vu les cabanes ostréicoles et je me suis dit, moi qui adorais les huîtres, j'irais bien voir par là. Et là, voilà. Annick, excusez-moi, vous jouez avec un stylo là en ce moment? Oui, tout à fait. Je veux bien que vous le posiez, merci. Et donc, je suis allée vers une cabane où là, un bel ostréiculteur sortait de la cabane. Et là, j'ai demandé pour avoir un peu d'huîtres. Et puis, j'y suis retournée. Et puis, voilà. Et vous êtes mariés. Le coup de foudre. Voilà. Et puis, c'est comme une belle histoire de vacances. Finalement, je suis restée en fait. Donc voilà. Ouais, c'est des belles histoires d'amour. Tiens, c'est un sujet qu'on pourrait faire pendant ce mois d'août sur les sujets de l'été. Sud Radio vous écoute. Est-ce que vous avez rencontré votre amoureux ou votre amoureuse sur la période des vacances? Dites-moi, on imagine évidemment que vous venez nous le dire. On vient d'imaginer la carte postale. Merci beaucoup. Concrètement, c'est quoi une journée type pour un ostréiculteur? Une journée type pour un ostréiculteur, on travaille quand même par rapport aux marées en fait. Donc on suit les marées pour aller les travailler sur les parcs. En fait, l'été, surtout l'été, parce il fait clair très tôt et il fait encore clair très tard. Donc on peut faire 2 marées par jour. Et donc, c'est le moment où on va retourner les poches parce qu'il y a les algues se posent dessus et pour qu'elles captent un maximum tout et qu'elles puissent manger plus facilement, on les retourne, on enlève ces algues et on les met dans l'autre sens. Enfin, donc ça, c'est un gros travail pour la saison, surtout d'été. Ça se fait aussi l'hiver, mais moins. Vous les retournez combien de fois par jour, du coup, 2 fois? Eh bien, on les retourne, non, mais comme on en a beaucoup en mer, en fait, l'élevage de l'huître, ça se fait sur 3 ans. Donc, on a toujours 3 ans d'huîtres en avance sur les parcs. Donc, il faut les calibrer. Donc, ça, c'est un autre travail où on les ramène à la cabane, où là, on les trie, on les remet dans les poches par rapport à la grandeur. Mais c'est un travail qui se fait sur 3 ans. Waouh. Donc, la journée type, c'est aller à la mer, ça, c'est sûr. Et puis le travail à l'atelier. Donc ça, c'est ce qu'on fait à peu près tous les jours. Le week-end, on essaye d'y aller qu'un week-end sur 2 pour se laisser quand même des week-ends aussi. Et puis voilà. Mais la journée, c'est la mer quand même. Hein. On travaille avec les marées en fait. Vous partez de la petite huître, comment on appelle ça, un essaim, non? Comment on appelle le bébé huître? Un bébé huître, c'est les essaims d'huître. Ouais.
soit qu'on fait en naturel en Charente. Nous, on a des parcs en Charente, donc on met des collecteurs pour récolter les huîtres. En Charente-Maritime, pour être, Annick, très précise. En Charente-Maritime, bien sûr, oui. Du côté de Marennes, vous êtes du côté de Marennes aussi ? Oui, on a un parc à côté de l'île Madame. Ok. Juste à côté d'Oléron. Et surtout, on en achète beaucoup en écloserie parce que c'est plus facile, parce que c'est déjà nettoyé, c'est déjà trié. Donc, on a un gros travail en moins, en fait. Je voudrais qu'on parle de l'huître qu'on va mettre sur notre table. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'huître normande, et particulièrement celle de la maison Leblond à Saint-Val-à-Hougue, dont Fréquence nous dit sur la page Facebook de Sud Radio, j'ai traîné mes fonds de culotte à Saint-Val-à-Hougue. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette huître normande ? Certains diront qu'elles ont un goût de noisette. Après, moi, je trouve qu'elles n'ont pas plus un goût de noisette en Charente ou en Marennes-Oléron. Annick, vous posez le stylo, Annick, s'il vous plaît, posez le stylo. Le souci, c'est que l'huître, c'est une question de terroir, en fait, et c'est à l'endroit où elle pousse. D'un parc à l'autre, on n'a déjà pas la même huître parce qu'elle ne mange pas la même chose. On a un apport d'eau douce. Si on a une rivière qui vient, il y a plus de nourriture. Ou c'est par rapport à ce qu'elle mange, en fait. Donc, mais l'huître, chez nous, l'huître est balayée par les vents. Donc, on a une huître qui tient bien, qui est dure et qui tient bien, en fait. C'est une huître de pleine mer. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut en manger en plein été, comme là au mois d'août ? En plein été comme en plein hiver. Elles sont aussi bonnes en plein été qu'en plein hiver, en sachant qu'on parlait avant de ne manger des huîtres que l'hiver, mais c'était juste une question de transport, une question de frigo. Maintenant, on a des frigos, tout le monde a des frigos, donc il n'y a aucun souci pour l'huître. Et quand la mer se découvre et que l'huître est pendant 3-4 heures sous le soleil à 30 degrés, elle ne bouge pas plus que quand elle est l'hiver à moins 2 degrés. Donc, c'est un peu une image qu'on a des huîtres. On ne mange pas des huîtres l'été aussi, parce que dans certaines régions, elles sont plus laiteuses. Nous, notre eau ne descend pas, ne monte pas assez, elle n'est pas chaude assez pour que les huîtres pondent en Normandie. Donc, on n'a pas d'huître laiteuse, du coup. C'est quoi l'huître laiteuse ? Alors, comment on explique une huître laiteuse ? Je viens un peu de capter. C'est le lait parce que les huîtres pondent et elles deviennent vraiment laiteuses. Il y a vraiment... Après, nous, on a une huître qui est charnue, qui est riche en chair, mais qui n'est pas laiteuse. Qui est généreuse. Voilà, qui est généreuse. On a aussi tous les bienfaits nutritionnels de l'huître. Hein, ça, on ne va pas bien sûr. On va pas s'en priver. C'est comment on la mange. Si on la mange nature, on a tous les bienfaits de l'huître. Si on met déjà un peu de citron, on tue quand même certaines choses. Et si on met le vin blanc avec, c'est quand même moins bien. non mais, qui a dit quoi ? Reste quand même, voilà, c'est quand même un bienfait. Oui, puis après, c'est selon les goûts de chacun. Moi, je les aime nature. Je suis vraiment une fan de l'huître nature. Et à n'importe quelle heure. Moi, je peux même en prendre au petit déjeuner. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je suis très grande fan, c'est pour ça que je voulais commencer avec les huîtres, cette émission sur les routes de l'été. Alors évidemment, il y a les huîtres, vous les cuisinez également, vous pouvez nous proposer une petite recette, est-ce que ça se cuisine si ce n'est de les manger nature ? Ah oui, je les cuisine beaucoup, moi je les cuisine au camembert parce qu'on est dans la région du camembert évidemment. Ah oui. Donc c'est très bien, je peux vous donner une petite recette. Avec plaisir. C'est vous pelez le camembert, vous enlevez la peau. La croûte fleurie ? Voilà, vous coupez en petits morceaux, vous prenez un camembert mais qui n'est pas trop fait pour ne pas que ça donne trop le goût de camembert et peu le goût d'huître. Donc vous coupez en petits morceaux, vous mettez 2 grosses cuillères de crème fraîche épaisse du coin aussi et vous faites fondre et quand vous avez tout est bien fondu là, vous pochez les huîtres dedans que vous avez ôtées de la coquille et que vous avez laissé égoutter. Il ne faut plus qu'elles aient trop de jus parce que sinon ça se mélange trop. Et donc vous mettez l'huître égouttée dedans, vous attendez qu'elle change de couleur, vous la remettez dans la coquille, vous reprenez ce mélange de camembert et de crème que vous nappez dessus, vous mettez un peu de poivre dessus et vous la mangez chaude, c'est excellent. Alors ça va être un peu court pour que je vous rejoigne pour le déjeuner de ce midi.
mais je pense que je vais passer vous voir parce que on va conclure là-dessus. Annick, et merci de cette jolie recette. On peut aussi s'arrêter dormir chez vous. Vous avez aussi des gîtes. Vous accueillez des voyageurs. Oui, bien sûr. On a des locations, gîtes, chambres. Pour cette saison, ça va être un peu difficile parce que vu qu'on se sent bien chez moi, on revient toujours. Donc, j'ai toujours les mêmes personnes qui reviennent d'année en année, surtout l'été. Et puis... septembre, octobre, il reste peut-être un petit week-end par là ? Septembre, il reste pas grand-chose. Le succès. Bon, l'année prochaine. Ça va être voilà, il faudra revenir l'année prochaine. Et puis, c'est une région quand même relativement sauvage encore, donc on fait pas trop de pub en fait. On a les gens qui aiment la nature, on a les gens qui aiment... Ça me va. On n'a pas les gens qui aiment le soleil ou la plage. Oui, quoique, avec le réchauffement climatique, ça va devenir compliqué. Hein. D'ailleurs, Annick, pour conclure, ça s'appelle la ferme du château de Fontenay. C'est là où on peut également vous retrouver et puis venir passer peut-être un petit moment l'année prochaine ou même cet hiver. Vous êtes ouvert tout l'hiver pour conclure ? On n'est pas ouvert l'hiver parce que l'hiver, on dégustation et en livraison sur la Belgique. Bien madame, merci beaucoup Annick Leblond. Annick Leblond qui était notre ostréicultrice, la ferme, les gîtes également et les huîtres, tout ça au château de Fontenay, la ferme du château de Fontenay à Saint-Va-la-Hougue, dont on nous dit encore sur internet, magnifique localité Saint-Va-la-Hougue, allez-y, c'est bien entretenu. Merci de votre temps Annick. Merci à vous. Allez. Dans quelques instants, le retour de l'info. Et puis, on va parler dans notre dossier de l'été de la SPA. On vous attend au 0826 300 300. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et c'est reparti pour notre deuxième heure de ces routes de l'été ensemble jusqu'à 13h au programme. Et bien d'ici quelques instants, on va vous proposer un nouveau rendez-vous également qui s'appelle les dossiers de l'été. On va pousser les portes du refuge de la SPA. Nous allons chaque jour prendre le pouls d'un sujet qui nous touche pour l'été et particulièrement au mois d'août. Et là, chaque année, c'est la même urgence. Trop d'abandon, pas assez d'adoption. Nous serons avec le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne, qui sera avec nous pour tirer la sonnette d'alarme. Et si vous-même, vous avez adopté un animal à la SPA, ou si au contraire vous avez dû confier votre animal, ou si vous pensez à adopter, vous n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 afin de témoigner. À 12h40, on va prendre de la hauteur avec les sentiers de l'été, et c'est sur le GR10 pyrénéen, la grande traversée des Pyrénées que je vous emmène, voilà, tout simplement. Et puis on retrouvera notre ami Rémi André pour une belle escapade également, puisque c'est l'été, on en profite, on se promène un petit peu. Vous l'avez vu, ça va être des sujets plutôt inspirants, plutôt chouettes, voire peut-être un peu sérieux en début, mais toujours avec vous. Je vous attends également sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, le dossier de l'été. Et chaque été, c'est un triste rituel pour la SPA. Clément Barguin, c'est pas encore joli. Oui, tous les ans, la période estivale est synonyme d'abandon d'animaux et des chiffres toujours aussi élevés. En juillet, près de 4000 abandons ont été enregistrés. C'est similaire aux chiffres de l'année dernière. Plus de 7000 animaux dorment aujourd'hui dans les refuges de la SPA. Des refuges qui, partout en France, sont de plus en plus saturés et incapables aujourd'hui d'accueillir de nouveaux pensionnaires. En Vendée, en Lorraine, dans la Vienne, dans le Gard, certains responsables disent ne jamais avoir vu ça. Des propriétaires qui parfois abandonnent leur animal devant les grilles des refuges. La semaine dernière, par exemple, la SPA de Nîmes a même diffusé les images de vidéosurveillance d'un homme flouté, une cage dans chaque main qui les dépose sans aucun scrupule devant le refuge. Nous ne sommes pas une boîte aux lettres où l'on glisse un être vivant, réagit sur les réseaux sociaux la SPA de Nîmes. Rappelons tout de même qu'abandonner son animal de compagnie est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors vous êtes attendu au 0826 300 300. Décidément, j'ai du mal. Pourtant, je le connais bien par cœur, ce numéro. Pour témoigner vous-même, avez-vous adopté? Est-ce que vous avez dû vous séparer de votre animal? Venez nous raconter tout cela. Vous n'hésitez pas également à réagir et vous êtes nombreux. On a Âme Fauve qui est arrivé, on a Fréquence qui est là. On a également Brigitte, Martine. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui également sur la page Facebook de Sud Radio. On parle de ce sujet avec vous, Jacques-Charles Fonbonne. Vous êtes président de la SPA. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans cette émission spéciale estivale. On va parler chiffres, responsabilités, mais aussi solutions, peut-être même de vacances un peu responsables. Où en est en ce moment où l'on parle, où en est la SPA? Est-ce que tous les refuges sont pleins?
Alors, tous les refuges sont pleins, je dirais malheureusement comme tous les ans. Vous rappeliez les chiffres il y a un instant. Au 31 juillet, c'est exactement 7395 animaux, et ce qui correspond à une saturation un peu plus que notre chiffre nominal dans nos 65 refuges. L'an dernier, vous aviez également accueilli plus de 8000 animaux, rien que pendant l'été. Évidemment, vous venez de nous le dire, ça semble être la même tendance encore cette année. On peut vraiment parler d'aggravation? Alors, je vais peut-être être un petit peu plus optimiste. Nos chiffres sont constants. Et je pense que le nombre d'animaux domestiques augmente en fait un peu plus rapidement que le nombre d'abandons. Alors c'est une petite satisfaction qui est évidemment tout à fait relative, mais on ne peut parler évidemment que pour la SPA, sachant qu'il y a des centaines d'autres associations de protection des animaux. Nous sommes la plus importante, donc je pense qu'on a une vision qui est assez juste, assez panégyrique du phénomène, mais on n'a pas d'explosion depuis quelques années du nombre des adoptions. Malheureusement, comme vous le disiez, ça reste toujours un chiffre très élevé et en tous les cas qui est au maximum de notre capacité. Vous dites du nombre des adoptions, vous voulez dire du nombre d'abandons? Pardon, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Du nombre des abandons. Est-ce que vous pensez que toutes les campagnes de sensibilisation commencent à faire effet? Alors, j'allais dire qu'on fait feu de tout bois, évidemment. On a ces campagnes chaque année avant les grandes vacances, mais surtout nous avons fait le pari d'intervenir dans les écoles. On s'est dit, vous rappeliez les sanctions pénales à l'instant. Alors il faut insister quand même sur les sanctions pénales parce que il y a peut-être des gens qui s'imaginent que c'est une petite amende, l'abandon d'un animal. Non, c'est 3 ans et 45 000 comme vous l'avez dit. Mais si vous abandonnez votre animal sur une aire d'autoroute, c'est-à-dire ou ailleurs, mais dans des conditions où sa vie peut être en danger, on passe à 4 ans et à 60 000. Et si l'animal décède directement des suites de l'abandon, on est à 5 ans d'emprisonnement. C'est l'emprisonnement correctionnel, ça veut dire que c'est une inscription quasi judiciaire et vous risquez également 75 000 € d'amende, même si les sanctions ne sont jamais appliquées au maximum des peines encourues. Et donc, nous avons parié sur l'éducation, sur la prévention. On va dans les écoles. L'an dernier, la SPA a pris contact dans les écoles, dans les toutes petites écoles pour préparatoires, avec plus de 13 000 enfants. On prend le pari que sur une génération, la petite graine de la protection animale va s'instiller dans la façon d'être de nos enfants, petits-enfants, et qu'ils s'occuperont mieux des animaux que nous, tout simplement parce qu'ils auront sur eux un regard qui sera différent, qui sera plus amical et qui sera celui d'un être vivant vers un autre être vivant et non pas vers un objet. Jean-Charles Fonbonne, vous qui êtes président de la SPA, vous le savez, j'ouvre les dossiers de l'été, comme j'ouvre toutes les missions des routes de l'été à nos auditeurs qui veulent participer, qui veulent témoigner. Et là, en l'occurrence, alors j'ai beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio et je me permettrai de vous les partager d'ici quelques instants. Mais bien sûr, je voudrais qu'on c'est bien d'ailleurs. Oui. Ça veut dire que les gens s'intéressent au sujet et vous voyez, ça fait partie des choses qui sont nécessaires. Oui, on a Béatrice avec nous au 0826 300 300. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans la belle région de la commune de Lavore. Tout à fait. Vous faites quoi dans là le Tarn. Oui, dans le Tarn. Vous faites quoi vous là en ce moment? Vous travaillez? Vous êtes encore en vacances ou... Alors j'ai pris un petit jour de congé, donc je suis partie à l'océan, côté d'une du Pilat et avec ma louloute. Oh, ma louloute, c'est votre chien, votre chienne? Ma chienne. Que vous avez récupéré à la SPA, c'est ça hein? C'est exactement ça. Tout à fait, à la SPA, le Garrigue qui est dans le Tarn. Comment... auquel je félicite le travail qu'ils font tous les jours. Ouais, ils sont tous bénévoles en partie d'ailleurs, c'est important de le préciser. Qu'est-ce qui vous a donné, enfin, quel a été le déclic pour vous? Est-ce que c'est votre premier animal? Comment s'appelle Louloute? Alors Louloute, elle s'appelle Malou. C'est un dog argentin qui a 8 ans et qui est sorti de maltraitance. Voilà. Lorsqu'ils l'ont récupéré, il y avait 2 chiennes. Donc deux dogs argentins qui étaient là pour la reproduction. Hein. Donc sa sœur s'en est pas sortie parce qu'elle avait l'estomac décrosé, plastique et cailloux. Malou a réussi, elle, par contre, à garder espoir. Parce qu'en fin de compte, elle était enceinte. D'accord. Voilà, pardon, moi j'ai beaucoup d'émotions parce que ça me... Et donc, en fin de compte, même à la SPA, ils l'ont pas vu qu'elle était enceinte, donc elle a fait les petits parce que tellement elle était maigre.
Donc Malou se porte bien, même elle a 5 kilos en trop, manque de muscles, mais voilà, c'est un chien heureux et je remercie aussi les communes au bord d'océan et mer qui acceptent les chiens. Voilà, où on a pu passer un super week-end, où Malou a pu voir pour la première fois l'océan. Béatrice, comment vous avez réussi à recréer le contact entre Malou et l'être humain? En l'occurrence, Malou et vous. Elle était maltraitée, vous l'avez récupérée. Est-ce qu'il a fallu travailler longtemps, en douceur, pour lui redonner confiance dans l'être humain? Comment ça s'est passé? Ça a été compliqué parce qu'en fin de compte, Malou avait directement de l'attachement par rapport à moi. Et en fin de compte, rien que le fait qu'au bout de 5 minutes, ou même pas, au bout de 2 secondes, elle me voit pas, c'est une énorme panique. En fin de compte, je suis son pilier. Et ce qui a été compliqué, en fin de compte, ça a été immédiat. Ça a été une confiance qui a été immédiate. Et en fin de compte, le souci, ça a été à partir du moment où j'ai été obligée de reprendre le travail. Donc, je l'ai pris un vendredi soir, on a travaillé le week-end, la patience à la maison, les câlins, le temps de repos surtout pour elle. Et puis le lundi, ça a été compliqué. Voilà, et c'est défenestré. Non! Alors heureusement, je suis au rez-de-chaussée, mais elle est quand même passée par des petits carreaux. Je l'ai récupérée, bon ça allait parce que heureusement, elle s'est pas fait mal. Après, j'ai pris dans la voiture et elle m'a explosé la voiture. Donc ça a été compliqué. Donc alors je vous fais le temps plus court. Donc il a fallu en fin de compte que ce que je pensais jamais faire, il a fallu en fin de compte que je la médicalise. Non, ah ouais. C'est-à-dire la médicaliser, c'est-à-dire en fin de compte, l'aider en fin de compte à dissocier ses émotions avec son cerveau, à essayer de la poser. Donc c'est des relaxants qu'on demande. Donc moi j'ai vu un veto qui est spécialisé pour ça parce qu'on ne donne pas des cachets comme ça à un chien. Donc on en a discuté longuement et c'était pour sa protection à elle-même personnelle. Et ça a marché puisque normalement les traitements sont plus ou moins longs et moi en 15 jours ça a été voilà, elle s'est posée, relaxée. Et puis après, on a travaillé les sorties, la confiance, et puis surtout le monde extérieur qui est très compliqué pour elle. Oui, vous voyez, il y a Fréquence qui nous dit, qui est très active sur la page Facebook de Sud Radio. Je vous en remercie, Stéphane aussi. Enfin, il y a plein de monde et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous des routes de l'été qui dit: de grâce, n'abandonnez pas les animaux. Ils se retrouvent à la SPA traumatisés. J'ai moi-même accueilli un chien à la SPA. Cela a été très dur pour établir la confiance. Je voudrais revenir vers vous, Jacques-Charles Fonbonne. Le témoignage de Béatrice est très fort à ce moment de notre émission. Elle a sauvé un animal, en tout cas elle est allée le chercher à la SPA. On voit bien qu'il y a un travail à refaire derrière. Tous les jours, vos bénévoles à la SPA rencontrent ce type de situation. Oui, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, le Garrigue, c'est chez nous, parce que vous savez peut-être que toutes les SPA n'appartiennent pas à notre association. Vous parliez de celle de Nîmes de tout à l'heure. C'est une SPA indépendante, tout simplement pour faire court, parce que la marque, si j'ose dire, n'a pas été protégée, parce qu'on n'est évidemment pas dans une logique commerciale. Ensuite, animaux qui viennent de maltraitance. On a recueilli l'an dernier plus de 3500 animaux. On est la seule association à avoir un système complet. Depuis le moment où les gens constatent une maltraitance, ils nous appellent, ils nous envoient un mail. Ensuite, on a des enquêteurs qui se déplacent. Ensuite, on a éventuellement les gendarmes ou les policiers qui nous accompagnent pour saisir les animaux après une décision de justice. Puis ensuite, on les prend dans nos refuges et on les rééduque. C'est, je dirais, en termes de protection animale, le moment évidemment le plus important, parce que vous comprenez bien, quand on a des animaux comme le dog argentin dont on parlait à l'instant, qui ont été dans ce qu'on appelle des usines à chiens, c'est-à-dire qu'on prend des femelles et on les fait porter au maximum pendant 3 ou 4 ans, et puis ensuite les gens s'en débarrassent quand ils ont vendu un maximum de chiots dans un minimum de temps. Il y a un travail de rééducation. Alors ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui me disent: oh là là, je prendrais bien un animal chez vous, mais j'ai peur qu'il soit dangereux. Voilà, j'ai peur qu'il ait été maltraité. On a quelquefois, assez souvent, des problèmes de comportement, je dirais, d'affectif. C'est-à-dire des chiens qui vont se cacher, des chiens qui vont avoir peur de l'homme. On a des éducateurs, on a des professionnels, on a des gens qui les travaillent. Ce que je voudrais dire sur votre antenne, c'est que on ne donne jamais de chiens qu'on considère comme étant dangereux. On les rééduque et on les donne à l'éducation. Alors des fois, on prévient les maîtres, on leur dit: attention, il est peureux. Attention, ne le mettez pas dans une situation de stress. Il a peur en voiture, il a peur d'être seul. Voilà, donc on prévient les futurs adoptants, on prévient les futures familles. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne donne jamais
à l'adoption des chiens qu'on considère comme dangereux, mais sur les 15 000 animaux qu'on a recueillis, 15 000 chiens qu'on a recueillis l'an dernier, c'est une petite quinzaine, c'est une petite vingtaine qu'en définitive on ne peut pas donner à l'adoption. On a des réactions sur la page Facebook. Il y a Antoine qui dit: je suis allé une fois à la SPA, j'ai dû partir, j'ai tellement pleuré, j'avais trop mal au cœur. Am qui dit Am Fauve, nous en avons sauvé 5 en l'espace de 2 mois. Il faut que ces personnes sachent qu'un animal a un coût financier. Éviter, ce n'est pas une peluche. C'est tous les ans on voulait, et c'est pour ça qu'avec l'équipe des routes de l'été, on voulait vous redonner la parole, parce que on sait que tous les ans, malheureusement, et pas que l'été, mais il y a des drames avec les animaux. Alors ça fait partie des choses de l'être humain, je ne comprendrai jamais, mais comme il fait du mal à l'être humain, il fait du mal aux animaux. Voilà, tout le monde n'est pas super gentil. Béatrice, elle va bien maintenant Malou, oui, elle va bien, mais il y a encore du travail. Ouais. Et c'est vrai que je voulais rebondir sur le panneau, en fin de compte, de la SPA, auquel vous faites bien de le dire, monsieur le directeur, que toutes les SPA qui sont marquées ne font pas partie de la SPA. Puisqu'il y a eu quand même, moi j'ai récupéré, donc j'ai toujours eu des chiens récupérés à la SPA. Malou, ça a été presque obligatoire pour moi, parce que sinon je pensais que j'allais mourir de chagrin vu que j'avais perdu mon chien que j'avais récupéré. Par contre, à la SPA de Toulouse, auquel, là, j'ai vu quand même des choses qui sont pas acceptables. On va continuer de parler de la réalité de la SPA, et puis surtout, profitez, Jacques-Charles Fonbonne, puisque vous êtes le président de la SPA aujourd'hui, de l'antenne du micro de Sud Radio, qui, vous le savez, vous êtes toujours ouvert pour, dans la deuxième partie, nous donner des pistes, peut-être donner des conseils. Et vous, n'hésitez pas à appeler si vous aussi, vous avez des idées de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait même au niveau politique changer peut-être, pour que ça n'existe plus, ou tout du moins que ça existe de moins en moins. Vous n'hésitez pas. Et vous continuez aussi de réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a un nouveau témoignage de Martine que je partagerai avec vous dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. Ce sont les dossiers de l'été dans nos routes de l'été spéciales SPA ce matin. Le dossier de l'été. Et nous parlons dans notre dossier de l'été des abandons, des animaux abandonnés sur une aire d'autoroute, dans un carton, ou tout simplement devant les grilles d'un refuge, voire même dans la rue. L'été 2025 ne fait pas exception. Les refuges de la SPA sont saturés. Les adoptions commencent à être moins en baisse, à ce que nous disait notre invité, Jacques-Charles Fonbonne, qui est président de la SPA. Toujours avec nous, je voulais annoncer, Jacques-Charles, pardon, il y a eu une autre réaction, il y en a beaucoup, sur la page Facebook de Sud Radio. Martine qui nous dit: 2 petits chats de 2 mois à peu près ont été abandonnés dans notre village jeudi soir. Ils se sont réfugiés dans le jardin de ma fille. Du coup, elle leur donne à boire et à manger. Ils vont être adoptés par un voisin qui voulait 2 chats. Ça tombe bien, mais c'est plutôt écœurant sur cette suite-là. Jacques-Charles, avant d'accueillir Claudine qui nous appelle au 0826 300 300, j'aimerais savoir aujourd'hui ce que vous aimeriez qu'il se passe, que l'on fasse changer, même au niveau politique. Alors, ce qu'il faudrait changer, il y a un énorme effort à faire sur la stérilisation des chats. On le dit souvent, mais le grand public l'ignore. Une portée de chat en 4 ans peut avoir jusqu'à 20 000 descendants, sachant que les femelles sont capables de faire des petits à partir de leur 6e mois. Donc, vous savez, c'est comme les grains de blé sur l'échiquier, et ça augmente de façon exponentielle. Il faut absolument que les collectivités territoriales nous aident à stériliser les chats errants. Les 2 tiers des animaux qu'on recueille, ce sont des chats. Et ce sont des chats qui sont, si vous voulez, juridiquement abandonnés, comme l'auditrice dont vous parliez, qui les trouve chez elle et qui va les porter à la fourrière ou qui va les porter à la SPA. Mais on va dire que ce ne sont pas des abandons volontaires comme le chien ou le chat que vous allez abandonner sur l'autoroute. Ça, c'est indispensable. On demande également à ce que l'on ait politiquement un représentant du droit des animaux sous n'importe quel statut, celui que les politiques voudraient lui donner, un haut commissaire, un secrétaire d'État, un sous-secrétaire d'État, mais quelqu'un qui soit capable, de fédérer, de rassembler toutes les énergies, parce que la protection animale ne repose quasiment que sur des associations. Le ministère de l'Agriculture, contrôle les refuges, contrôle, si vous voulez, l'aspect sanitaire et la réglementation, mais pour sauver les animaux, il n'y a que des associations.
Je pense qu'il est temps que l'État s'y mette et qu'il nomme à la tête de cette mission qui est quand même fondamentale. 80% des Français affirment que c'est une de leurs préoccupations. Oui. Parmi les associations préférées des Français, il y a les Restos du Cœur et la SPA arrivent en deuxième place. Donc ça veut dire que c'est vraiment un sujet. Si quelqu'un nous entend du côté de Matignon ou dans un autre ministère, tout le monde est d'accord pour dire que c'est nécessaire et qu'il faut s'engager dans cette voie. Oui. Si on arrive déjà à ça, et puis à nous aider un peu sur des programmes de scolaires où on parle aux enfants des animaux, ce genre de choses, je crois qu'on aura déjà fait beaucoup de choses. Après, il y a des questions éthiques. Il faut, après que nous avons obtenu l'interdiction de la vente des chiens et des chats dans les animaleries, il faut que l'on interdise les salons du chiot, les salons du chaton. Si vous voulez un animal, n'allez pas prendre un animal dans ce genre de choses. Il y a des éleveurs, mais les bons éleveurs, ils vont pas dans des ventes foraines où on balade les animaux, où on vous les vend sans aucun conseil. Il y avait eu il y a un an, je crois, une caméra cachée de Brigitte Bardot où je sais pas, c'était pas un dog argentin comme celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'était des gros chiens. Et évidemment, la personne qui faisait la caméra cachée jouait à l'imbécile en disant mais il est petit, il va pas grandir, et en fait la personne qui vendait répondait positivement à toutes les interrogations. Non, il aboie pas. Oui, il peut rester tout seul. Non, il va pas grandir. Non, ça va rien vous coûter. Le coût, c'est une question qu'on n'évoque jamais parce que c'est un sujet tabou. Il faut savoir qu'un chien ou un chat jeune en bonne santé, ça coûte à peu près 100 € par mois. Nourriture, frais vétérinaires, vaccins, etc., etc. Ça fait 1 200 € sur une année. Vous ajoutez les frais de pension si vous pouvez pas l'emmener en vacances. Vous ajoutez les frais de maladie au fur et à mesure qu'il va vieillir. C'est une somme qui est importante. Il faut absolument y réfléchir. Nous, on pose la question dans nos refuges. On ne demande pas aux gens combien ils gagnent, évidemment, mais on leur dit voilà ce que ça va vous coûter. Réfléchissez 2 minutes. Ouais. Et puis, au fond de vous-même, voyez si vous pouvez assumer ça. Voyez si vous pouvez vous occuper de l'animal. Oui. Vous voulez un malinois, écoutez, est-ce que vous êtes avec lui 10 heures, 15 heures, 20 heures par jour, parce qu'il va toujours surveiller la maison, parce qu'il aura toujours besoin de travailler, il aura toujours besoin de jouer avec vous. Si vous n'êtes pas là, ça va être une catastrophe. Voilà, ce genre de choses. Il faut se renseigner avant. Jacques-Charles Fonbonne, je vais vous partager les nouvelles réactions qui arrivent sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes vraiment nombreux et ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour faire vos propositions ou donner votre avis. J'ai une réflexion qui vient de me traverser l'esprit. Celle-ci, je ne l'avais pas préparée. Quand j'étais enfant, on n'achetait pas très cher des races de chiens. Alors il y en avait déjà quelques-unes. Je suis pas née en 1800, mais dans les années 70, vous avez dit quoi, pardon? J'ai dit que ça s'entend effectivement. Vous n'avez pas la voix de quelqu'un qui est né en 1800. Ni les rides. Mais en fait, à part 2-3 races, on prenait les chiens parce qu'il y avait une portée chez les amis, parce qu'il y avait une portée la ferme d'à côté, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a de plus en plus de races de chiens. Je ne sais pas si moi, en 20 ans, 30 ans, il y avait des races que je connaissais pas avant. Il y a les réseaux sociaux où on met les animaux en avant, donc les gens ont envie d'avoir ce type de race de chien, sans même se préoccuper de savoir quelles sont les réalités de vivre avec un animal compagnon à 4 pattes. Voilà, réseaux sociaux, races, beaucoup d'argent. On a complètement, vous voyez, on n'a plus le même rapport aux animaux, quoi. Oui, absolument. Alors, il y a un aspect positif, c'est que l'animal devient de plus en plus un membre de la famille. Oui, ça c'est vrai. Mais je dirais qu'effectivement, pour ceux qui veulent pas se donner la peine de se projeter un peu dans l'avenir et de réfléchir un peu à ce que sera leur situation, je dirais que c'est presque du e-commerce, quoi. Vous achetez sur Internet des choses que vous n'iriez pas acheter s'il fallait vous déplacer, aller dans un magasin. L'offre en termes de chiens est effectivement très importante. Vous voyez les animaux en photo, vous pouvez les acheter finalement assez facilement, donc c'est tentant. N'achetez jamais d'animaux sur Internet. Non. Venez prendre un animal dans une association parce que vous allez en sauver 2. Nous, la SPA, on n'euthanasie jamais nos animaux, sauf ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des chiens qu'on considère comme étant dangereux de façon imprévisible. C'est moi qui signe après l'avis d'une commission qui réunit des vétérinaires, qui réunit nos éducateurs. L'an dernier, ça a été 19 chiens sur les 15 000 que nous avons adoptés, donc c'est tout à fait minime. Mais ça nous permet de prendre des chiens à la fourrière, parce que la fourrière, elle, qui est un service municipal,
municipal. Évidemment, les euthanasies au bout de 8 jours, si les propriétaires ne les réclament pas et s'ils ne peuvent pas nous les donner. Jacques. Donc, ne prenez pas d'animaux sur Internet. Vous allez favoriser ce qu'on disait tout à l'heure, des usines à chiens. Vous allez vous retrouver avec un chien ou un chat qui aurait été sevré trop jeune, avec des faux papiers, etc., etc. Jacques Chat, je voudrais qu'on en parle, Monsieur Fonbonne aussi, des NAC, hein, les nouvelles petites, les nouveaux animaux de compagnie. Mais juste avant, j'ai Claudine et j'ai Valérie. Le standard explose sur Sud Radio ce matin. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Laurence, bonjour au président de la FPA. Vous êtes à Niort. Oui, tout à fait. Vous avez dit à Manu, je suis un chat, je suis très sensible au bien-être animal. Que pensez-vous, vous, puisqu'on parlait aussi peut-être des solutions à proposer pour que les choses changent vraiment? Quelle est votre position? Moi, ma position, c'est pas de rendre l'État responsable du manque de responsabilité des gens en règle générale. Vous voyez, moi, je pense que c'est pas à l'État d'intervenir. Voilà, l'État, il a déjà bien assez de choses à régler et qui règle mal en plus. Donc non, moi, je suis contre ça. Je pense que le gros problème, c'est que les gens n'ont plus la responsabilité de la vie en règle générale et pas seulement des chats. Je pense que quand un pays passe en premier lieu l'euthanasie et puis l'avortement, c'est un pays qui est en dégénérescence et que chaque vie est importante. Et moi, j'ai perdu 2 chats cette année, la maman et puis une fille qui était encore jeune. Une de maladie et l'autre accident elle s'est fait buter par une voiture. Ça a été terrible pour moi parce que c'est mes compagnons de vie. Il me reste juste donc le fils. Mais pour vous, Claudine, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait avoir des sanctions plus fortes. Alors, je vais juste me permettre de ne pas être d'accord. Non, c'est pas une question de sanction. Alors, Claudine, pas une question de sanction. Attendez, je vais juste responsabilisation. Oui, mais alors comment on responsabilise? Alors, je vais juste pas être d'accord avec vous sur ce que vous avez dit au début. Euthanasie et avortement, je suis pas d'accord. Ce sont des choses importantes aussi dans notre société. Surtout l'avortement pour les femmes, de pouvoir bénéficier de notre corps comme on en veut. Mais revenons sur les animaux. C'est quoi que vous vous proposez alors? Quel type de sanction? On ne peut pas baser une société sur l'annihilation de la vie. Oui, voilà. Mais sincèrement, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui abandonnent leurs animaux? C'est quoi votre proposition? Mais ma proposition, c'est simple, c'est d'abord de responsabiliser les enfants, les gens, donc de considérer que chaque animal, chaque personne ont une importance On passe pour vous, Claudine, on passe sur plutôt l'éducation pour les enfants et tout le monde. Et je suis assez d'accord avec vous sur ce sujet-là. Excusez-moi, Claudine, je vais très vite passer à Valérie parce qu'on va arriver pratiquement à la fin du sujet. Valérie, bonjour. Bonjour. Merci d'être. Alors, on vous entend très mal, Valérie. Oui, c'est normal. Ouais. Voilà. Ça va pas être possible, ça coupe. Vous vouliez nous dire quoi, Valérie? C'est trouver une solution plutôt que subir. D'accord. Tout simplement, quand on part en vacances, on a de multiples contraintes. Je suis propriétaire de 4 chiens adoptés, pour 3 à la SPA et pour un 4e dans une association. Voilà. J'ai toujours adopté des animaux. Je n'en ai jamais acheté, de façon à ne pas, je dirais, favoriser l'élevage d'autres animaux. Mais du coup, la contrainte, c'est vous partez en vacances, vous avez du mal à louer pour 3 chiens, voilà, même si les chiens sont dressés, ils n'aboient pas, ils ont leur famille, ils ne dorment pas dans le lit, ils ont des règles, voilà, mais c'est très compliqué. Donc rapidement, parce que j'ai bien compris que l'émission allait se terminer, c'est notamment vous faites vos courses, vous êtes hors de votre région, vous allez faire des courses, vous ne laissez pas votre animal dans la voiture, mais comment faites-vous si vous êtes dans l'impossibilité d'être à 2 de faire des courses et d'avoir un animal? Donc tout simplement, peut-être une idée. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un concours auprès des écoles d'architecture
écoles nationales d'architecture pour qu'ils puissent développer une structure esthétique et fonctionnelle devant les enseignes. Voilà, avec une toiture végétalisée peut-être, ou un élément à l'ombre, pour qu'on puisse mettre notre chien en attendant de faire les courses. Ah, c'est une bonne idée ça. Qu'il soit à l'ombre avec une gamelle d'eau, dans de bonnes conditions, et on récupère notre chien. Vous savez, vous avez d'abord un jeton, puis ensuite une clé, comme ça peut se trouver dans des bagageries. Voilà. En tout cas, votre animal. Voilà Valérie, une vraie idée que vous nous proposez sur Sud Radio, et merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. On va faire une pause et je vais demander, on va le garder encore un petit peu avec nous, à monsieur Jean-Charles Fonbonne, qui est le président de l'SPA, ce qu'il pense de votre idée, Valérie. Donc restez bien à l'écoute également et merci de nous avoir appelés. Allez, on reparle de la SPA pour 2 minutes encore, juste après ce petit moment de réclame. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et vous avez été nombreux à réagir sur ce sujet, sur la SPA aujourd'hui. C'est le premier sujet de notre dossier de l'été. Demain, évidemment, on vous en présentera un autre. Jean-Charles Fonbonne, merci beaucoup de votre patience, vous qui êtes président de la SPA. Vous le voyez, c'est un sujet qui fait énormément réagir et je ne vous raconte même pas tout ce qui se dit, tout ce qui s'inscrit sur la page Facebook de Sud Radio. Que pensez-vous de l'idée de Valérie de peut-être de proposer aux écoles d'architecture de créer un endroit où les gens pourraient mettre leurs chiens quand ils vont faire leurs courses juste à l'entrée du magasin avec de quoi qu'il soit bien, une gamelle d'eau, quelque chose comme ça? Je trouve que c'est une excellente idée. De la même façon que les hôteliers, les Airbnb ont compris qu'en accueillant les animaux, ils augmentaient l'éventail de leur clientèle. Si vos auditeurs ont des idées comme ça, ils nous écrivent. Alors ils vont sur notre site éventuellement, la-spa.fr, c'est facile à retenir, la-spa.fr, où ils nous écrivent au siège dans le 17e à Paris, c'est 39 boulevard Berthier. Et oui, c'est bien parce que je dirais qu'on a les relais, on a la visibilité pour essayer de porter ce genre d'idées plus facilement que les simples particuliers que nous sommes. Alors je vais aller mettre les pieds dans le plat. Parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à ce moment de l'émission, il y en a peut-être un ou deux qui savent qu'ils vont abandonner leur animal là dans les jours à venir, dans l'heure à venir. Vous avez envie de leur dire quoi ? J'ai envie de leur dire tant pis, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément réfléchi. Ils peuvent avoir un incident de vie qui les oblige à faire ça et la personne n'y est pour rien. De grâce, venez plutôt les abandonner dans un de nos refuges. On vous fera pas la leçon, on n'appellera pas les gendarmes. Simplement, on recueillera l'animal. Ça vous évitera une sanction pénale dont on disait en commençant qu'elle était extrêmement lourde, plutôt que de l'accrocher comme un salaud aux grilles de l'autoroute, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Désolé Colette qui vient de poser une question. Est-ce qu'on peut parler des animaux comme les chats qui disparaissent tous les jours? On n'a malheureusement plus le temps, mais on pourra faire d'autres dossiers. Je voudrais aussi remercier tous ceux, Guillaume, Louis, Antoine, Am, Colette, Sylvie, Valérie, Brigitte, Fréquence qui ont assisté et qui ont réagi sur la page Facebook de Sud Radio. Les refuges de la SPA avec vous, Jean-Charles Fonbonne. Merci beaucoup. Vous êtes le président de la SPA. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci. Merci beaucoup. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et dans notre rendez-vous des sentiers de l'été, je vous emmène du côté du GR10. Le GR10, c'est la grande traversée des Pyrénées. On en parle avec Éric Chéniaud, qui est animateur, entre autres, du GR10 et membre de la Fédération française de randonnée. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous puis d'avoir accepté de nous faire nous promener dans nos jolis sentiers de l'été ce matin. Le GR10 qui attire de nombreux marcheurs qui sont désirés de traverser les Pyrénées d'une mer à l'autre. On parle de l'Atlantique pour aller là-haut sur la Méditerranée. Pourtant, beaucoup abandonnent en cours de route, souvent par manque de préparation, face à la difficulté du terrain. 900 km, fort dénivelé, ce GR10 qui m'attire beaucoup personnellement reste une aventure exigeante qui demande de endurance, organisation et prudence. J'ai envie simplement de vous demander, c'est quoi exactement, Éric, le GR10, à part le petit résumé que je viens d'en faire? Mais le GR10, c'est aussi le Graal de tout randonneur. C'est une aventure extraordinaire, comme vous l'avez dit. On part d'un océan, on arrive à une mer ou inversement. Donc c'est vraiment le Graal. C'est l'absolu pour une très grande majorité de randonneurs qui ont l'habitude d'arpenter ces fabuleux sentiers pyrénéens. Et puis c'est l'activité physique la plus populaire en France, la randonnée. D'ailleurs, selon une étude de Statista qui a été publiée en avril 2025, 45% des répondants à l'enquête âgés de 18 à 64 ans affirment pratiquer la randonnée au moins occasionnellement. Elle devance largement, entre autres, la course à pied et le fitness. Donc là, c'est le sport tendance.
C'est le sport tendance et le GR10 est bien positionné dans la mesure où il se classe troisième en termes de notoriété, troisième derrière second ex aequo derrière le GR20 et le GR34. Donc voilà, c'est un itinéraire qui a une très forte renommée et une très forte notoriété, donc qui est relativement connu non seulement en France mais aussi à l'international. Il y a quoi? Il faut compter combien? Si je veux le faire intégralement, en fait, du premier mètre au dernier mètre avant d'aller plonger dans la Méditerranée, si je décide de le faire dans ce sens-là, ou inversement, 60 jours de marche à peu près? Alors c'est très variable, effectivement, ça tient compte du niveau de chacun. On va dire que globalement, en moyenne, le GR10 est donné pour 55 jours, en moyenne. Mais effectivement, il faut prévoir 2 mois, donc une soixantaine de jours de disponibilité. C'est quoi les points d'étape importants pour vous? Alors vous le feriez dans quel sens? On part des Pyrénées, on part de Biarritz, de ce côté des Pyrénées. Alors, pour aller... On part de Hendaye pour arriver à Banyuls, ou on part de Banyuls pour arriver à Hendaye, bien évidemment. Le sens privilégié, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les bénévoles de la Fédération française de randonnée font un magnifique travail de balisage, et ce balisage est fait pour être vu dans un sens comme dans l'autre, donc il n'y a pas de difficulté. Certes, de par la description des topoguides fédéraux, globalement il y a 9 personnes sur 10 qui traversent les Pyrénées de l'ouest vers l'est, donc de l'Atlantique vers la Méditerranée. Ouais, après, si moi je le fais au mois d'octobre, je vais peut-être plutôt commencer du côté de Banyuls. Mais bon, dites donc, c'est quand même une randonnée engagée, il faut de bonnes jambes, un mental plutôt bien accroché quand même. C'est pas la balade du dimanche après-midi sur le bord de la Marne. Non, c'est un véritable engagement physique, à la fois physique et à la fois mental. C'est un itinéraire qui nécessite une très bonne préparation en amont. Il est essentiel d'être bien confronté à une certaine réalité et ne pas se dire je vais partir sur le GR10 comme je partirai sur une rando à la journée ou même sur une rando sur 2-3 jours. Non, c'est vraiment un engagement personnel, c'est une déconnexion totale et ça nécessite vraiment une très bonne préparation. Et puis alors concrètement la préparation, et puis une fois qu'on est sur place, alors je voudrais qu'on parle de la préparation, c'est-à-dire que genre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an avant de partir, je marche tous les jours, je me fais des randonnées tous les week-ends avec un peu plus de dénivelé. Pour vous, c'est quoi une bonne préparation ? Alors déjà, une bonne préparation, il faut savoir que le GR10 attire des randonneurs du monde entier et en France, donc toute la France. Donc on a affaire à des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne connaissent pas le territoire, le terrain, les spécificités de ce milieu naturel. Donc il est essentiel pour eux non seulement de se préparer bien évidemment physiquement, mais également de planifier leurs étapes, c'est-à-dire savoir jour 1, jour 2, jour 3, où est-ce qu'ils vont pouvoir aboutir et quels vont être les dénivelés, les distances rencontrées. Donc c'est essentiel pour eux d'être sur cette réalité, mais aussi connaître tout ce qu'ils vont trouver de nouveau. Ils vont être confrontés à un milieu qu'ils ne connaissent pas. Donc il est essentiel qu'ils puissent être préparés sur le site du GR10. Nous avons d'ailleurs 70 dossiers de préparation qui répondent à tous ces questionnements. D'accord. Concrètement, moi j'ai eu la chance de faire Compostelle, partir avec mon sac à dos, mes affaires dedans, etc. Vous préconisez, vous, Éric Chagnaud, qui est le guide sur le GR10, qui est animateur de ce GR10, de plutôt partir en refuge et de bloquer des étapes, ou on peut l'été, en tout cas, se faire des pauses tentes et camping sauvages? Alors, le GR10, c'est un peu le paradis du bivouac, ce que j'appelle le paradis du bivouac. C'est assez extraordinaire. On peut réaliser l'intégralité du GR10 en bivouac, mais c'est dommage, ce serait dommage, c'est ce que je dis aux randonneurs qui se préparent, c'est dommage aussi de se priver de la convivialité que l'on peut rencontrer dans les refuges ou dans les gîtes. C'est exceptionnel, il y a une convivialité extraordinaire sur ce GR10. C'est incroyable. Alors moi, je voudrais que vous me fassiez rêver maintenant, Éric Chagnaud. Je voudrais que vous me parliez un peu des tronçons les plus spectaculaires et je voudrais que même en écoutant la radio, on en prenne plein les yeux et pas seulement plein les oreilles. Alors c'est difficile parce que moi je suis un amoureux du GR10. Donc je vous dirais qu'à partir du moment où on est sur la plage d'Hendaye et à partir du moment où on arrive sur la plage de Banyuls, tout est fabuleux.
Tout est fabuleux. C'est cette aventure dans sa globalité qui est extraordinaire. Qu'est-ce que je peux? Et je vais vous donner quelques cartes postales. Hein. On va parler des coups de cœur personnels, les crêtes d'Iparla, bien évidemment, dans le Pays Basque, au-dessus de Bidaraï, pardon. On va parler des Pyrénées centrales. On va parler de Cotteret, de Gavarnie. On va parler de la nature sauvage de l'Ariège et ses cabanes emblématiques. On va parler du massif du Canigou, l'Olympe des Catalans. Donc on est vraiment... Tout est fabuleux. Ce GR10 est fabuleux dans son intégralité. C'est une découverte extraordinaire pour les marcheurs. Je voudrais qu'on prenne le temps parce que j'ai vécu une expérience extraordinaire il y a quelques jours où je me suis retrouvée dans un pays où j'avais la sensation d'être seule au monde et entourée d'un silence qu'on n'a plus dans nos vies d'aujourd'hui quand on vit en zone urbaine. On va vivre aussi cela sur ce GR10. On va pas être non plus avec trop de gens. Il va y avoir des moments où on va pouvoir se poser et d'avoir la sensation d'être seul au monde et d'entendre le silence. Alors oui, on peut réaliser ce GR10, on peut le vivre de différentes façons. On peut s'isoler, on peut le traverser, le faire en mode méditation presque, découvrir cet univers. Et parfois les moments de silence en montagne sont assez extraordinaires. Donc oui, on est complètement déconnecté. Je dirais que le GR10 par rapport à d'autres massifs, hein, je pense au GR5 par exemple qui est extraordinaire, mais la déconnexion sur le GR10 est beaucoup plus grande que par exemple sur le GR5. On n'a pas du tout la même ambiance et on va rencontrer, chacun va vivre son GR10 et va vivre sa traversée vraiment comme il l'entend. Quelques conseils avant de partir? Allez, quelques derniers conseils pratiques. Les conseils pratiques, c'est surtout bien se préparer. C'est consulter, nous avons un site internet qui s'appelle gr10.org et c'est un site sur lequel il y a ces dossiers de préparation. Il faut rendre réaliste son projet. Et à partir du moment où on a rendu réaliste son projet, on peut partir. Voilà. C'est très important de rendre réaliste. Donc les conseils, c'est vraiment se préparer en amont et consulter, par exemple, consulter la Fédération Française de Randonnée, notre association des amis GR10, voilà, on est main dans la main avec cette belle fédération et je dirais qu'il faut ne pas hésiter à consulter des professionnels bénévoles qui œuvrent justement pour aider toutes les personnes intéressées à se lancer, quoi. Eh ben, merci beaucoup Éric Chagnoux, vous qui êtes animateur du GR10, membre de la Fédération Française de Randonnée. Merci pour cette jolie randonnée pour finir presque l'émission sur les routes de l'été. Je vous souhaite un bel été, beau mois d'août là-bas sur le GR10. Merci beaucoup. Et quant à nous, eh bien, dans quelques instants, on va retrouver notre ami Rémi André avec John Rakotozafti. Il va nous balader en escapade. Je ne sais pas où il nous emmène, mais je crois que ça va être un peu gourmand. Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Alors, dans vos escapades cet été, vous nous emmenez au cœur des territoires à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Et Rémi, cette semaine, alors je crois bien que vous nous transportez dans l'Aveyron. Alors, non pas pour fêter à nouveau les 100 ans de l'AOP Roquefort qu'on avait vécu il y a quelques semaines, mais pour fêter un autre anniversaire, celui d'un vin qui accompagne parfaitement ce sublime fromage. Et oui, puisque nous fêtons les 35 ans de l'AOP Marcillac. En effet, il y a 35 ans déjà que les vignerons du Vallon, entourés de rougiers, ont obtenu cette AOP pour un vin chargé d'histoire. Cette histoire, je ne vais pas encore vous la dévoiler, les vignerons le feront mieux que moi, mais nous revenons en Aveyron, car j'avoue y avoir trouvé une diversité de paysages sublimes et apaisants qui m'ont fait comprendre à quel point les Aveyronnais peuvent être fiers de leur patrimoine naturel, une fierté qui les rassemble où qu'ils soient, car on connaît leur faculté à se rassembler, à Paris, comme dans le monde, autour des valeurs qu'ils ont cultivées dans ce territoire très central de notre pays. En disant ça, je pense aux liens qui unissent les Aveyronnais de France, mais aussi de par le monde, comme ce village de Pigüé en Argentine, vers lequel les Aveyronnais ont émigré au siècle dernier à cause du phylloxéra qui ravageait les vignes. Depuis, la vigne a repris ses droits en Aveyron, mais pas seulement en Marcillac-Vallon. C'est pour ça nous avons interrogé le très respectable Philippe Tellier, le président de la Fédération départementale du vin de qualité de l'Aveyron et ancien président de l'ODG Marcillac, à qui nous avons demandé de nous parler de l'histoire du vin en Aveyron. Disons que le vin d'Aveyron ne date pas d'aujourd'hui. On pense que certainement les Romains ont contribué là-dessus. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on avait des dents de vigne au mois de Conques en l'an 800, à peu près, dont la vigne est ici depuis longtemps.
Donc le vin d'Aveyron se retrouve dans des vallées où se crée un microclimat puisqu'on est quand même un peu dans les terres ici, et donc on retrouve ces vignobles, je dirais prestigieux. Aujourd'hui peut-être petits, modestes, mais prestigieux. Il y a ceux qui sont sur la vallée du Lot, qui est Entrailles-le-Fel, avec des terres, des schistes et des sables granitiques, et un cépage, le Chenin. Et ce Chenin-là, c'est pas tout à fait le même que le Val-de-Loire. C'est une origine aveyronnaise, qui est le premier n'en sait rien. Ça pourrait être Entrailles. Mais bon, voilà. À votre cœur, de toute façon, le vin de l'Aveyron, vous êtes quelqu'un qui le portait vraiment et le plus loin possible. Mais ce vin de l'Aveyron, il a aussi une particularité qui est liée non seulement à son territoire, mais également à ceux qui le cultivent. Bien sûr, parce que c'est quand même des lieux où il y a des coteaux abrupts, donc il faut aimer ce métier, c'est de la passion. Il faut avoir ça dans les veines, parce que si c'est que pour de l'économie, ça sert à rien. Il faut aller ailleurs. Ici, on est vigneron, même si les domaines sont modestes, et on est vigneron de père en fils depuis des générations. Donc on l'a cette envie. C'est pas l'argent qui nous fait vivre, c'est faire aller plus loin ces vins, les amener à l'autre bout du monde. Et ça arrive, et puis c'est chouette. Vous défendez un territoire bien particulier, vous l'avez dit, presque une niche sur ce qui se fait en France, mais avec une valeur ajoutée extraordinaire. Mais de toute façon, on ne pouvait pas rester sur le vin quand il était un aliment. Ça a été le cas ici. Nous avions de Casseville, le bassin houillé à côté, avec des mineurs qui avaient besoin. C'était leur énergie, donc ils en consommaient beaucoup. Moins alcoolisés. Le mot qualité ne voulait pas dire la même chose. C'était une certaine qualité. C'était des vins vraiment de soif. Alors qu'aujourd'hui, on est passé sur des vins plaisir, donc c'est une autre approche. Donc voilà quoi, c'est l'évolution. Le mot qualité n'est pas quelque chose qui s'écrit dans l'histoire toujours avec la même définition quelque part. Et c'est donc un terme de qualité que nous allons retrouver tout au long de cette semaine en revenant plus précisément à Marcillac, c'est ça Rémi? Et oui, c'est ça, le vin de Marcillac dont Philippe Tellier est un important vigneron, et si vous grimpez chez lui, car ça monte un peu, son chai est à flanc de coteau, et depuis sa terrasse, vous avez une vue imprenable sur ce vallon dont les vignes dessinent un véritable tableau que ceux qui l'ont peint ont certainement été inspirés. Donc, dès demain, nous retrouvons ce magnifique vallon et nous serons reçus chez Jean-Luc Matat, un pionnier de la renaissance de l'appellation et une des figures marquantes de Marcillac. Alors, ouvrez vos oreilles, c'est encore de l'authentique. Les escapades de Rémi André. Et merci beaucoup Rémi. Et évidemment, toute la semaine, on va prendre le temps de se promener en votre compagnie. Moi, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Vous donnez bien sûr rendez-vous dès demain matin à partir de 10h en compagnie de Sophie Darel avec deux autres invités. Je vous rappelle entre autres que nous recevrons Michel Jonas au micro de Sophie demain matin à partir de 10h. Et puis nous aurons également Éric Brunet qui sera à nos côtés. Et puis pour les routes de l'été, à partir de 11h, dans notre chronique Sud Radio vous écoute, je vous donne un rendez-vous qui va nous permettre de rencontrer une personne assez incroyable. Elle s'appelle Fiona Loriol. Elle a écrit un livre 101 ans, Mémé part en vadrouille, afin de sensibiliser tout le monde pour lutter contre l'isolement des aînés. Et elle est partie en balade autour de la France dans un camping-car avec sa mamie de 101 ans. Alors si vous aussi vous avez envie de témoigner sur ce type de choses, ou si vous aussi vous avez fait des choses pour les aînés, vous n'hésitez pas. Vous nous rejoignez dès demain matin. Premier rendez-vous donc à partir de 11h. Dans Sud Radio vous écoute au 0826 300 300. Allez, je vous dis à demain, je vous réserve encore plein de bonnes surprises. Bonne journée avec Sud Radio.